Encore merci à Xerfi de m'accueillir pour traiter d'un sujet d'actualité qui est aussi un sujet de fond, les manipulations qui ont porté sur le Libor, c'est-à-dire le taux d'intérêt prépondérant à l'échelon mondial pour l'argent prêté à très court terme sur différentes monnaies, très court terme signifiant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. C'est la banque Barclays qui est la cible des critiques, mais en fait, nous le savons d'ores et déjà, la plupart des banques qui travaillent sur ce marché de Londres ont été de connivence pour cette manipulation. Mais je voudrais quand même, peut-être au préalable, faire un détour historique pour faire comprendre l'opposition absolue entre la vieille City de Londres, telle qu'elle existait au XVIIIe et au XIXe siècle surtout, et telle qu'elle a été décrite par Walter Bagehot, l'auteur de Lombard Street, et la City d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui le siège des analyses et des critiques. La vieille City de Londres c'est tirer sa puissance de la puissance anglaise, de la puissance économique et de la puissance financière anglaise. Bon. Un chiffre ou deux chiffres pour expliquer cette force. À Londres, on prêtait 10 fois plus d'argent qu'à Paris et 3 fois plus d'argent qu'à New York. Bon, cela montre donc l'étendue du marché de l'époque. Nous sommes là, quand j'évoque ces chiffres, nous sommes en 1850, 1860, 1870. Alors, la puissance de la City de l'époque, la vieille City, elle s'enracine d'abord dans le fait que l'Angleterre est la première puissance économique du monde, incontestablement. Elle a conservé son avantage comparatif avant de le perdre quelques dizaines d'années plus tard. Deuxièmement, dans le fait que les Anglais sont bancarisés, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas l'argent par devers eux, comme les Allemands, comme les Français, mais ils le donnent à leur banque, qui va ensuite le faire fructifier et le faire tourner dans l'économie. Et troisièmement, ce sont les entreprises anglaises, les artisans, les négociants, les industriels utilisent au maximum leur capacité d'emprunt pour faire tourner et développer leurs affaires. Ils s'appuient un peu sur leur capital et beaucoup sur les fonds d'emprunt. Alors ces facteurs conjugués donnent à la City de Londres des années 1850-1860 une force extraordinaire. Et Bagehot, que j'évoquais il y a l'instant, donnait un facteur supplémentaire. Très simple, il disait à partir du moment où les opérateurs ont commencé à travailler de façon prépondérante sur un marché, ils y restent. Et ils y développent leurs activités de façon normale. Donc la Lombard Street a cristallisé le marché monétaire du XIXe siècle à l'échelon mondial, pourrait-on dire, en tout cas à l'échelon international. Alors, aujourd'hui, la situation est entièrement différente. L'Angleterre n'est plus la première puissance économique, et de fort loin. La livre sterling a cessé d'être une monnaie de transaction internationale prépondérante, et bien d'autres places financières se sont développées dans le monde, à New York, à Tokyo, maintenant en Chine. Donc comment expliquer cette puissance de Londres qui fait que le marché de l'argent à court terme prépondérant est toujours à Londres? Alors, il y a eu deux transformations essentielles qui sont produites à partir des années 80. Margaret Thatcher et ses coéquipiers ont décidé de casser le vieux système financier londonien, en particulier en supprimant les intermédiaires du marché. Ceci pour accueillir massivement les banques et les fonds de placement et les compagnies d'assurance du monde entier qui se sont installés et ont développé leurs activités beaucoup plus qu'elles ne le faisaient auparavant. Et l'activité prépondérante était celle de trading. Il ne s'agissait pas d'abord de prêter, mais de faire des paris, et des paris sur les monnaies, sur les matières premières, sur les swaps de taux d'intérêt, sur les CDS, ces fameux CDS qui ont mené Lehman Brothers, Bear Stearns et AIG à la faillite. Et remarquons au passage que les transactions qui ont mené ces trois organismes à la faillite, les cessations de paiement, se sont essentiellement effectuées à Londres, bien qu'il s'agisse d'organismes américains. Donc, cette concentration du trading à Londres a donc fait exploser la place financière, mais il y a une autre raison qui est avérée, qui est même avouée, elle n'est même pas cachée. C'est que la City est adossée à un paradis fiscal. Et de ce fait, il est tentant de venir y procéder à des transactions dont on a besoin qu'elles soient défiscalisées. Bon, alors,
Qu'est-ce que c'est que le Libor maintenant? Ben, le Libor, c'est, enfin, en tout cas, on peut retenir de ce que je viens de dire que ce n'est pas le fait qu'il y a de l'argent en prépondérance à Londres qui fait que Londres est une place financière essentielle, c'est parce que les acteurs du marché mondial, du marché financier mondial, sont installés en masse à Londres. Alors, le Libor, c'est le taux d'intérêt consenti par les banques pour se prêter entre elles sur le marché interbancaire. Ce taux concerne des prêts à très court terme, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une semaine au maximum. Et ce taux, c'est le taux consenti qui révèle une chose essentielle, le degré de confiance dont jouit la banque. Les financiers ont l'habitude de dire c'est le principal actif d'une banque, c'est un actif immatériel qui est la confiance qu'on lui accorde. Eh bien, le Libor est le thermomètre qui mesure ce degré de confiance. Quand il est bas, le degré de confiance est haut. Quand il est haut, le degré de confiance est bas. Or, il s'est passé, à partir de 2006-2007, une érosion de la confiance des prêteurs du marché interbancaire, mais qui a été dissimulée. C'est-à-dire que les taux effectifs qui étaient consentis par les banques ont été minorés, et les déclarations qu'elles faisaient, et qu'elles font toujours, à la Fédération de la banque anglaise, qui publie le taux moyen chaque jour en fin de matinée, ces taux ont été minorés, et je prends l'exemple de Barclays, d'un jour sur l'autre, on est passé de 4 à 3-4%. Or, sur le taux sur le marché monétaire, les variations sont généralement infimes. Bon. Donc on a truqué ces chiffres pour dissimuler la crise de confiance qui était déjà plus que rampante sur le marché interbancaire, mais qui a fini par se révéler, puisque en 2007, en 2008, nous avons vu cette crise de confiance éclater, et depuis, nous avons un marché du crédit occidental qui est en fait sous perfusion des banques centrales, Banque d'Angleterre, Banque de New York, Banque de Francfort, Banque de Tokyo, Banque de Zurich et bien d'autres. Ces injections n'ont pas complètement permis de surmonter la crise du crédit international. Mais on pouvait penser qu'avec le temps, cette crise pourrait se résorber définitivement. Or, l'affaire du Libor vient superposer ses effets fâcheux au moment même où les signaux s'accumulent d'un climat récessif dans l'économie occidentale, voire dans l'économie mondiale. Qu'il s'agisse de la crise européenne, qui est violente, de la ralentissement américain, qui est marqué, ou du ralentissement chinois, brésilien ou indien, qui sont également à prendre en considération avec la plus extrême attention. Donc nous pourrions avoir une conjonction d'une crise de confiance due à la l'honnêteté des acteurs du marché interbancaire, avec des indices objectifs du ralentissement des grandes économies concernées. Donc nous avons là un élément extrêmement fâcheux à prendre en considération pour les mois et les années à venir. Mais je crois que la grande leçon qu'il faut tirer, in fine, de cet épisode, c'est que nous avons voulu faire l'économie d'une réforme drastique du système bancaire après la grande crise de 2007-2008. En 2009, on est resté inerte. On a évoqué des réformes marginales, mais on n'a pas agi au cœur du sujet. Alors je vais simplement évoquer en 3 points ce qui me paraît désormais impératif. Premièrement, les banques ne doivent plus créer de monnaie, comme elles le font aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de taper sur le clavier d'ordinateur pour créer de la monnaie. C'est la Banque centrale, donc les banques centrales, qui doivent être les créateurs de monnaie. Cette création de monnaie doit ensuite irriguer les banques. Les banques doivent jouer un rôle de courtier en argent et elles doivent réduire drastiquement, c'est le 3e point, leurs activités de trading. C'est l'application de la règle Volcker qui commence à être mise en œuvre aux États-Unis, qui consiste à interdire le trading pour compte propre dans les banques. Donc ces 3 points, banque centrale, prêteur en premier ressort, banque courtier en argent, interdiction du trading pour compte propre, me semblent être les 3 poutres maîtresses de la grande réforme bancaire à mettre en œuvre dans les années à venir.